Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Le pouvoir exige des corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. Cette phrase de Deleuze, mêlée peut-être à une citation d'Hannah Arendt, pardon pour l'enchaînement de citations, qui est que la cité de masse ne veut pas de culture mais des loisirs. Mais sans masse, le chef ne peut pas exister, résume sans doute bien la raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. La question pour nous, c'est de savoir comment on arrive dans cette situation où un salut nazi est complètement OK, où le président américain, en l'occurrence, qui nous parle à longueur de journée de liberté d'expression, est celui qui interdit le plus grand organe de presse américain à la Maison-Blanche, qui supprime les recherches sur tous les sujets qui ne l'intéressent pas, qui bannit 10 000 livres aux États-Unis dans son premier mois de mandat, qui crée un réseau social qui s'appelle Truth Social, alors qu'en fait, c'est le président qui a menti le plus durant son mandat, en moyenne 30 mensonges par jour, et c'est le Washington Post qui a fait les statistiques. En fait, on se rend compte qu'on est dans une situation quasiment parallèle. Et pourtant, il y a des personnes qui se disent que l'extrême droite, c'est peut-être pas si grave. Après tout, il n'y a rien qui fonctionne. Après tout, on aurait besoin de renverser la table. Pourquoi pas renverser la table ? Mais avec qui ? Et si la personne qui vous propose de renverser la table, c'est une sorte de chef en qui vous avez confiance, mais qui en fait vous promet des choses qu'il va jamais tenir, qui vous dit qu'il va protéger les pauvres alors qu'il va protéger les riches, qui vous dit qu'il va protéger la liberté d'expression alors qu'il fait exactement l'inverse, qui vous dit des tonnes de choses alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Toutes ces questions, elles sont essentielles. Et se dire que nos institutions vont nous protéger, ou peut-être se concentrer sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, et se dire que ce qu'on a, on l'aura toujours, tout ça, c'est des erreurs sur lesquelles l'extrême droite s'appuie, évidemment. Des erreurs de pensée, des erreurs de manière de nos cerveaux de fonctionner. Toutes ces questions, on est en train de les traiter dans cet épisode avec Salomé Saké, qui est une journaliste que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre qui s'appelle Résistance. Et j'avais préparé plein de questions pour Salomé. Et finalement, vous allez voir que je ne les touche pas. En fait, on a une conversation très ouverte, parce qu'on se connaît bien. Et je crois que c'est une conversation qui va beaucoup vous plaire. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il faut résister à l'extrême droite ou est-ce qu'il faut résister au néolibéralisme ? Pourquoi des gens, autant de personnes en France, 10 millions de personnes, c'est pas du tout rien, votent pour l'extrême droite ? C'est un sujet qui est abyssal, essentiel, je crois. Et donc, je vous invite à écouter cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Salomé. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Un peu chargé. J'ai un peu couru pour venir ici, mais ça va. Et toi ? Écoute, ça va pas mal. Moi, j'ai moins couru pour venir ici que tu. Mais il pleut et tout, là. Et en plus, ouais, c'est ça. Comment tu vis le succès de ton livre ? Parce que moi, j'arrive un peu après la course, quand même, on peut se le dire. T'as déjà vendu à 200, je sais même pas. Là, on est à 200. On vient d'atteindre les 200 000. Je le vis. Je suis contente, évidemment, comme je pense tout auteur qui a écrit un livre qui se vend. Mais je pense que je suis particulièrement impressionnée, non pas par le fait que ça se vende, mais parce que les gens en font. Et c'est ça qui m'interpelle beaucoup et me fait très plaisir, beaucoup plus que la vente en soi de ce livre. C'est le fait que je vois qu'il y a des clubs de lecture qui se créent autour de ça. Il y a des personnes même qui déchirent des pages et qui se les échangent. Il y a vraiment tout un tas de personnes qui s'emparent des données qui sont à l'intérieur, qui vont en faire des posts Instagram, qui vont essayer de partager ça autour d'elles. Il y a plein de personnes qui m'envoient des photos d'elles au dîner de famille, avec le livre sur la table du dîner de famille. Et ça me fait très très plaisir, et c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est-à-dire de me dire que l'information a été assez vulgarisée, assez explicite pour qu'elle puisse être accessible à toutes et tous, et pas seulement des journalistes qui font des enquêtes. Ça veut dire que les gens qui lisent le livre vont prendre les infos, vont essayer de les transmettre autour d'elles, et c'était l'objectif. Donc évidemment, je suis absolument ravie de voir que ça va jusque-là, et j'ai même des messages de gens qui me disent qu'ils ont fait changer des gens dans leur entourage d'avis, que ça a vraiment initié des discussions, et c'est ça qui me remplit de joie, tout simplement. Et en même temps triste de devoir l'écrire, j'imagine. Très triste, surtout inquiète en fait, de voir ce qui se passe. C'est évidemment pas assez. Ce livre, c'est une toute petite pierre à un édifice qu'il va falloir construire, parce que là, il n'est pas du tout assez solide. Non. Je pense que plus que triste, je suis très inquiète, vraiment préoccupée par ce qui se passe en France, à l'international, de voir la montée des extrêmes droites réactionnaires.
il va falloir... mais je pense qu'il va même falloir actualiser ce livre à un moment parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis... Alors tout est encore valide, hein, tout ce qui a été écrit dans le livre est même plus que jamais valide, je crois. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis et on continue à documenter ça sur Blast. Et là, juste avant de venir, j'étais en train de terminer ma vidéo sur les montées des extrêmes droites à travers le monde et la manière dont elles sont en train d'organiser de manière très stratégique des alliances, la façon dont elles sont en train de mettre en commun leur puissance, tout leur impact, toute leur influence pour pouvoir gagner ensemble en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la coalition d'une certaine manière. Ça, c'est très 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 préoccupant et ça va pas suffire de juste acheter ce petit livre. Pour moi c'est le début en fait, c'est vraiment le début de l'action, mais il va falloir vraiment qu'on initie quelque chose collectivement. 2 questions d'actualité, même si le podcast sortira pas au moment où on enregistre, mais c'est pas très grave. Ce week-end il y a eu les élections en Allemagne. Comment tu observes la montée de l'AfD qui est à 20%. En fait ce qui est intéressant, il y a deux informations importantes. D'abord 20%, c'est ce qui était prévu avant l'influence de Trump, Musk, etc. Donc ça n'a pas bougé. D'une certaine manière, ça n'a pas vraiment influencé. Et de l'autre côté, quand même 20%, quoi. Alors, est-ce que ça n'a pas influencé ? C'est vraiment sujet à débat. Il y a quand même plusieurs spécialistes. Là, j'invite notamment à regarder une vidéo d'Arte qui a été produite, qui fait une quinzaine de minutes et qui explique l'impact que ça a eu, qui a été mesuré par des scientifiques sur Twitter, à quel point les algorithmes ont été façonnés, en fait, pour faire émerger la pensée de l'extrême droite. Et peut-être que dans les urnes, c'est pas autant, entre guillemets, que ce à quoi on s'attendait. On rappelle quand même qu'en 2021, date des dernières élections législatives, c'était quasiment 10%. C'est ça, moitié moins. Hein. Moitié moins. C'est-à-dire qu'on double en 4 ans le nombre de voix d'un parti d'extrême droite qui est beaucoup plus radical et qui est parmi les plus radicaux qui existent au monde, qui est un parti qui n'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le nazisme, on parle d'ambiguïté, mais on pourrait vraiment aller plus loin. C'est un parti dont la leader a nié ce qu'était l'hitlérisme, qui a parlé du fait que c'était un communisme, un socialisme. Je veux dire, on est vraiment dans la post-vérité totale. Donc c'est quand même pas n'importe quel parti d'extrême droite qui fasse 20%, c'est absolument colossal en fait. Et là où je me réjouirais vraiment pas, c'est que ce qu'on a constaté pendant la campagne, c'est une percée des idées de l'extrême droite. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a une dynamique qui est semblable à celle qu'on a eue en France, qui est que le parti de droite principale, la CDU, reprend les idées d'une certaine manière de cette extrême droite et a rompu, et alors là c'est vraiment l'élément qui a d'ailleurs déclenché des manifestations, c'est a rompu le cordon sanitaire avec l'AfD en votant une loi commune au Parlement. Et ça c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus parce que ça pose des bases sur le long terme qui vont pouvoir mener l'extrême droite au pouvoir peut-être dans quelques années. Et surtout, c'est des dynamiques qu'on observe partout. C'est toujours la même chose. En France, c'est pareil. Hein. En France, c'est exactement la même chose. Donc en fait, il faut être plus que jamais ferme avec l'extrême droite. Je pense qu'il y a une leçon qu'on peut tirer là de cette période, de cette époque, c'est qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite en reprenant ses idées pour soi-disant l'affaiblir. Ça ne marche nulle part. Donc il faut vraiment que les partis de droite cessent de faire ça s'ils veulent rester des partis de droite. Et là, c'est vrai que c'est compliqué d'être optimiste en ce jour où on enregistre le podcast, où on est au lendemain des élections allemandes. Alors, effectivement, le scénario du pire n'est pas arrivé, mais on n'en est pas très loin. Et comment tu lis, alors pareil, question d'actualité, le fait que Bardella refuse de prendre la parole à l'événement de Steve Bannon après un signe hitlérien ? Alors, il faut que je creuse plus la question avant, je pense, de m'exprimer de manière ferme sur le sujet. Je pense qu'ils sont confrontés en fait à une forme, là, je le dis vraiment, c'est une analyse à chaud, aux limites de leur propre stratégie. C'est-à-dire que là, ils sont quand même là. Mais ils veulent se dédiaboliser. Donc en France, il y a eu toute une stratégie qu'on a documentée, dont je parle dans le livre depuis des années. Après, il y a eu un petit retour d'une forme de radicalité là ces derniers mois, notamment avec l'hommage appuyé à Jean-Marie Le Pen, le fait qu'il y a une forme ils renouent un petit peu avec ce passé qui leur est souvent reproché. En tout cas, la barrière est beaucoup moins claire là qu'il y a plusieurs mois auparavant où ils voulaient s'en distancier. Il y a un rapprochement assez clair avec Elon Musk. Je rappelle que Jordan Bardella avait proposé qu'on lui remette le prix Sakharov. Donc c'était l'idée de vraiment de lui remettre
carrément des prix quoi pour son action en faveur des droits humains à travers la planète. Donc ça dit quand même quelque chose de leur conception du monde. Et il y a ce rapprochement avec Donald Trump, c'est-à-dire que là encore, j'ai vu une interview où Jordan Bardella salue l'arrivée du Trumpisme. On est clairement sur une forme de voilà, ils prêtent allégeance d'une certaine manière au Trumpisme et ils vont à ce rendez-vous des extrêmes droites mondiales. Déjà, ils sont allés à Madrid avec des extrêmes droites là aussi européennes. Et là, c'est ce rendez-vous des extrêmes droites mondiales avec les plus radicales qui sont présentes à cet endroit-là. Donc en fait, Jordan Bardella déjà est là. Steve Bannon va être présent. On rappelle que Steve Bannon avait été l'invité il y a quelques années d'un congrès, je crois que c'était en 2018, à l'époque c'était encore le Front National, invité d'honneur, il avait vraiment été acclamé, donc il y a des liens avec cet ancien conseiller de Donald Trump qui est parmi les plus... Enfin, qui a longtemps été un extrême radical, mais en fait, au vu de l'extrême radicalisation de tout, passe pour quelqu'un aujourd'hui, entre guillemets, voilà, qui est dans la masse du Trumpisme, mais en tout cas, qui est quelqu'un qui a une personnalité controversée. Ah, salut nazi est et en fait, il sait qu'il est là. Il sait qu'il y a toutes ces extrêmes droites ultra radicales. Il fait le choix d'y aller. Donc, d'une certaine manière, il est parfaitement au courant de ce qu'il fait. Là, il se trouve qu'il devait passer pour faire un discours juste après Steve Bannon, qui vient de faire un salut nazi. Et je pense que c'est une décision qui s'est prise très rapidement, parce qu'il a fallu prendre une décision très rapidement sur est-ce qu'on veut être associé à ça. Et c'est vrai que ça allait être complexe à gérer. Et puis surtout que là, il n'y a vraiment pas d'équivoque. C'est un salut nazi, il n'y a aucune discussion. Il n'y en avait pas non plus pour Elon Musk, mais visiblement, il y en a eu dans certains médias. Apparemment, il y en a eu pour certains médias. Bon. Là, c'est vrai que ça a rendu... Je pense que ça montre cette difficulté en France du Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite, très clairement. Et c'est pas ton avis, c'est le Conseil constitutionnel. Non, mais c'est pas que le Conseil d'État qui le dit, c'est vraiment aussi les spécialistes. C'est aussi quand on fait toute la liste des critères, ils y répondent encore aujourd'hui. C'est aussi... Parce que on pourrait... C'est la plus haute juridiction du pays, le Conseil d'État. On pourrait se dire, c'est pas la seule chose qui décide. On peut toujours discuter de tout, je veux dire, mais c'est juste que là, il n'y a rien qui nous amène à croire que le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. C'est surtout ça qui est, à part que eux disent ça, mais c'est tout. C'est ça. Je veux dire, si on consulte tous les spécialistes de la question, les historiens, les politologues nous disent que c'est un parti d'extrême droite. Donc, eux, ils sont en train d'essayer de se dédiaboliser et en même temps, effectivement, il se retrouve à passer après quelqu'un qui fait un salut nazi. Et j'entendais, je sais plus qui disait ça, un analyste hier, qui disait que le Trumpisme, c'était la même idéologie que ce que eux portaient, mais avec 10, 15, 20 ans d'avance, en fait. Et que ça peut, si on pousse l'idéologie discriminatoire, l'idéologie qui consiste à s'appuyer sur de la post-vérité, qui consiste à utiliser toute la rhétorique politique qu'ils utilisent, on en arrive là. Et c'est précisément sur quoi j'essaie d'alerter. Mais c'est vrai que là, ils sont à la position où je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt pour le nazisme. On n'est pas du tout... Non, je pense que la plupart des gens sont encore contre. Et puis, c'est un rappel historique qui choque. Une question que je me suis posée, parce que en fait, quand j'ai vu ton livre et quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que vraiment il faut résister au Front National, au Rassemblement National ou à l'extrême droite, pour deux raisons. La première, c'est, est-ce que le problème, il n'est pas socio-économique ? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pas à l'extrême droite qu'il faut résister, c'est plutôt aux raisons qui font que... Parce que moi, d'une certaine manière, je comprends pourquoi les gens votent extrême droite. D'une certaine manière, je me dis, quand tu lis des bouquins sur l'économie, tu sais, en particulier ce travail qui ne paye plus, où tu vois que depuis 40 ans, en fait, quand tu travailles, tu t'appauvris, ou en tout cas, tu peux plus vraiment gagner ta vie, tu peux plus améliorer ton niveau de vie, que tes enfants vont avoir un moins bon niveau de vie que toi, et que gauche ou droite, en fait, depuis 40 ans, c'est la situation, et en fait, les gens, ils en ont marre. Donc d'une certaine manière, moi je comprends que tu vois, ils en aient le ras-le-bol et que du coup ils se disent essayons autre chose. Ça c'est la première raison. La deuxième, j'ai eu une discussion avec l'ancien ministre des Affaires étrangères portugais qui me dit en fait quand l'extrême droite monte autant, plutôt que de mettre de l'énergie dans le fait de lutter contre, il faut construire quelque chose pour après. Parce qu'en fait, lutter contre, ça demande énormément d'énergie. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'offusquer à chaque fois qu'il se passe des choses importantes, mais plutôt que de mettre de l'énergie dans le fait de résister, pour reprendre le titre du bouquin, plutôt essayer de construire un autre modèle. Il y a deux questions, il y a deux aspects. Le premier, c'est celui sur le vote, les causes du vote d'extrême droite, qui sont très complexes, qui sont multifactorielles. Il n'y a pas
une cause, il n'y a pas une explication simple à ça. Déjà, je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris en faisant des recherches, et il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Donc moi, mon rôle en tant que journaliste, c'est de... souvent j'essaie d'aller chercher ce qui est au plus près de la vérité, ce que disent les analystes, et je vais voir souvent les travaux académiques, et les travaux académiques alors soit vont se compléter, soit vont pas être tout à fait en accord. Donc il y a plein de dimensions au vote d'extrême droite qui en plus n'est pas le même en fonction des territoires. Enfin c'est ultra complexe. Donc moi d'ailleurs dans le livre je renvoie à ces travaux, et je me prononce pas moi personnellement parce que ça fait pas 25 ans que je travaille sur ce sujet-là. Après, pour avoir tenu la rubrique économie de Blast depuis quand même des années, je constate qu'effectivement, il y a un lien évident entre, pour moi, ce qui est une crise de notre système économique et politique, en France comme ailleurs, dans le monde, alors j'allais dire occidental, mais peut-être même dans le monde, en fait, de manière générale, c'est-à-dire qui se caractérise par des politiques qui sont de plus en plus violentes socialement à l'endroit de minorités qui sont en train de devenir une majorité. Et c'est la fameuse... Nous, c'est vrai qu'on le documente à Blast depuis quand même longtemps, et comme beaucoup d'autres, on n'est pas les seuls, mais sur la montée des inégalités, sur les violences économiques, et ça, c'est effectivement des politiques néolibérales qui ont provoqué un sentiment d'injustice très fort qui palliait qu'à un sentiment, parce que c'est réel en fait. Non, L'injustice est totalement réelle, et l'extrême droite et de manière plus générale les autoritarismes peuvent apparaître comme une réponse à ce mal-être-là. J'insiste, c'est pas la seule cause pour moi, parce qu'il y a notamment parfois souvent, tout ce qu'ont montré les travaux de Félicien Faury sur les affects racistes, sur énormément d'autres choses aussi. Donc je veux vraiment pas réduire le vote d'extrême droite à ça, mais je pense, et j'en suis profondément convaincue, qu'à minima, les politiques violentes économiquement et socialement sont un terreau fertile, et on le voit dans l'ensemble des pays. Donc il y a un gros souci dans la manière dont on a organisé nos sociétés, parce que c'est ça l'économie, c'est la manière dont on organise nos sociétés, qui produit quoi, reçoit quoi, et aujourd'hui ce système est de plus en plus inégalitaire et de plus en plus violent avec les plus pauvres. Mais ce que je constate dans l'idéologie néolibérale, qui est celle du Rassemblement national, il faut quand même le rappeler, qui n'est pas du tout un parti de rupture, tout comme l'ensemble des partis d'extrême droite à travers le monde. C'est des partis qui défendent les grands patrons. D'ailleurs, Jordan Bardella a défendu très vigoureusement Bernard Arnault il y a quelques jours. On est vraiment sur des politiques qui sont dans la continuité économiquement, par bien des aspects, à quelques exceptions près, de celles qui ont été menées, par exemple, par Emmanuel Macron, par exemple, par tous les partis libéraux qui se sont succédés aux États-Unis. Alors, c'est pas les mêmes pays, c'est pas exactement pareil, mais c'est toujours cette même idée d'aller vers moins de protection sociale, moins de répartition des richesses. Et surtout, le point commun, c'est une augmentation des inégalités. En France, on n'est pas du tout au point des États-Unis où on atteint des sommets, mais c'est la dynamique. C'est-à-dire que chaque année, on a une concentration des richesses de plus en plus importante, avec un petit groupe de personnes qui détiennent de plus en plus de choses, et une augmentation de la pauvreté, une augmentation notamment en patrimoine, la pauvreté en patrimoine, c'est-à-dire que les plus pauvres vont vraiment détenir, posséder de moins en moins, et un appauvrissement des populations notamment qui ont besoin de certaines prestations sociales, et de ceux qui sont vraiment dans la tranche les plus pauvres. Je prends ce chiffre souvent qui est très éloquent en France pour décrire ce qui s'est passé ces 10 dernières années. On a plus que doublé le nombre de personnes sans abri en France. Donc on était à 150 000 SDF en 2013, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est à 310 000. Donc on est vraiment dans une dynamique qui crée cette souffrance-là. Et effectivement, les partis d'extrême droite à travers le monde prétendent apporter une réponse à ça. Alors que ça n'en est absolument pas une. Mais est-ce qu'il y a... Pardon. Et juste, du coup, je rebondis sur la deuxième question, qui est celle de qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Effectivement, résister n'est pas suffisant. Moi, j'en appelle surtout à toutes les personnes qui ne voient pas le danger, qui ne sont pas forcément des personnes d'extrême droite, parce que je pense qu'une fois qu'on est endoctriné là-dedans, c'est très compliqué, surtout à l'heure des algorithmes, de la post-vérité, des bulles de filtre et compagnie. Mais il y a beaucoup de gens qui simplement croient qu'ils ne vont pas être concernés par le péril de l'extrême droite, qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui se disent qu'au pire, l'extrême droite partira, ou fera un mauvais travail, et puis qu'on pourra enfin passer à autre chose. Il y a des personnes qui se disent que ça va pas les concerner, que c'est pas si grave. On n'a jamais testé. Les gens vont se rendre compte que... Mais que même si eux vont pas forcément voter pour l'extrême droite. Moi, c'était juste ce livre, c'était de dire, c'est vraiment très très dangereux. Voilà pourquoi. Et voilà de manière très factuelle tout ce qui peut nous permettre d'affirmer qu'on met en péril très gravement la démocratie et qu'on n'est pas sûr d'en revenir. Parce que c'est ça, moi, qui m'inquiète. Ensuite, évidemment, ce n'est pas suffisant.
Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, j'ouvre toute la fin sur la nécessité de construire autre chose et sur la nécessité d'affirmer d'autres valeurs, notamment moi je parle de la joie, de l'amour, des solidarités qui sont pour moi un socle de société dont on a besoin, que précisément les partis d'extrême droite essaient d'achever, essaient de détruire. C'est vraiment un terreau là encore pour l'extrême droite, c'est qu'on soit divisé. Donc, de rappeler qu'on a besoin de construire autre chose, mais c'est pour ça que c'est pas qu'une affaire de journaliste, c'est absolument même pas du tout seulement une affaire de journaliste, c'est une affaire collective et chacun a des rôles définis à jouer. Moi, je suis journaliste. Donc mon rôle à moi, c'est de produire de l'information vérifiée, d'alerter sur ce qui me semble être un danger pour la démocratie, pour les droits humains, de documenter. C'est ce qu'on fait. Et de mettre en lumière les pistes de solutions quand elles existent. C'est aussi ce qu'on essaie de faire quand même très souvent à Blast. Mais c'est pas à nous de proposer des solutions politiques. C'est pas à nous de créer des associations. En fait, moi, j'aimerais que ça donne un... Je crois que ça pose même la question du rôle du journalisme de manière générale, en fait, dans une société. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a besoin que les gens soient informés ? À quoi ça sert que nous, on fasse ce travail d'aller faire de l'investigation, d'aller juste, pas forcément faire de l'investigation, mais rendre accessible et intelligible des faits ? Comment on les choisit ? Pourquoi ? Parce qu'on essaie de faire en sorte que les citoyens soient les plus éclairés possibles. Et pourquoi c'est utile qu'ils soient éclairés ? Pour qu'ils puissent faire société. Et c'est pour ça que pour moi, le journalisme a une utilité surtout en démocratie, puisque c'est parce que les gens ont un pouvoir d'action important, collectif, que c'est important qu'ils soient informés. Et donc, moi, mon rôle, c'est ça, mais c'est vraiment c'est pour ça que je dis c'est la première petite pierre. Et j'espère que les gens qui nous écoutent, que les gens qui ont lu ce livre, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il en existe d'autres sur l'extrême droite, vont se dire « Ah, il faut que je fasse quelque chose. Il faut absolument qu'à mon échelle, je trouve un moyen d'agir. » Et cette action ne se fait pas que dans le cadre des partis politiques. Et bien sûr que les partis politiques sont un moyen d'action, mais on ne peut pas réduire l'action citoyenne seulement à ça. Et moi, j'avais envie avec ce livre de rappeler ça. Parce que parfois, je croise beaucoup de gens qui me disent « Moi, je suis dégoûtée des partis, j'ai pas envie de travailler là-dedans, j'ai pas envie de m'engager là-dedans, mais par contre, je me sens concernée par le collectif. » Et ce livre, c'était une manière de dire « Trouvez le mode d'action qui vous convient, en rappelant que dans tous les cas, on va avoir besoin d'une action collective à un moment, on a besoin de s'organiser, mais il n'y a pas que les partis. Il y a plein d'endroits où, en fonction de son territoire, en fonction de son caractère, en fonction de son emploi du temps, en fonction de son métier, en fonction de beaucoup de choses, on va trouver un moment, un endroit, une façon d'agir. Et c'est vraiment nécessaire de s'y mettre. C'est vraiment nécessaire de se poser la question, de le faire. Mais c'est aussi un moyen moi je trouve, de paralyser les gens que de leur dire la seule manière d'agir, c'est le vote. Non, il en existe plein d'autres. En même temps, il faut voter à un moment donné. Et là, c'est vrai que... Tu vois, et moi le premier, tu te retrouves devant une situation où il n'y a personne qui t'inspire, tu vois, c'est quand même difficile. C'est pour ça que moi, mon rôle, c'est absolument pas de dire aux gens pour qui voter, quoi non, voter. Je leur dis même pas nécessairement de voter. En tout cas, de ne pas voter pour... Non, mais... moi, je dis clairement, voilà, si vous votez pour l'extrême droite... D'ailleurs, je dis à aucun moment, j'écris il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Je dis, si on vote pour l'extrême droite, voilà le danger qu'on encourt. Donc tout le monde aura compris que moi je vote pas pour l'extrême droite. Non, on avait compris. mais c'est pas mon rôle en fait de dire ça, c'est telle ou telle partie la solution. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs dans le livre, cette manière de faire barrage n'est pas suffisante. Elle permet d'éviter de sombrer dans l'abîme total, le pire en fait. Mais ça résout rien, sur le long terme, de simplement se dire qu'on fait barrage en votant pour des partis auxquels on n'adhère pas nécessairement. Mais là, encore une fois, ce serait très présomptueux de ma part d'arriver et de dire ça y est, j'ai la réponse politique. Non, je l'ai absolument pas, je n'en ai aucune idée et c'est pas mon métier d'ailleurs. Donc ça tombe très bien. Mais simplement de se dire ayez bien ça. Moi, je veux juste que les citoyens soient le plus informés possible. Donc qu'ils aient bien en tête le danger qu'on encourt quand on vote pour l'extrême droite, et je précise d'ailleurs dans le livre, et j'y mets un point d'honneur, qu'aucun parti en France, je dis bien aucun, ne peut se permettre de s'éviter une autocritique. Je pense que tous les partis, alors à des degrés plus ou moins importants, mais aujourd'hui, il y a une autocritique à faire. Oui. Qui est vraiment nécessaire. Et on doit... on peut pas oublier que malgré ça, malgré le fait que moi-même je suis très critique à l'égard de certains faits politiques, notamment de ceux qui ont été au pouvoir, parce que c'est ceux que j'ai le plus documenté ces dernières années, l'extrême droite, c'est pas la même chose. On n'en revient pas de la même manière. Et c'est vraiment une bascule qu'on choisit de franchir ou pas. C'est juste ça que je voulais rappeler. Ça, j'ai plein de questions. Alors attends, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Tu vois, je regarde même pas mes notes. Je suis en plein. La première peut-être, c'est
une question très basique. C'est quoi le risque ? Est-ce que vraiment il y a un risque et c'est quoi le risque ? C'est tout ce que c'est vraiment la question à laquelle j'essaie de répondre aujourd'hui. Je ne sais absolument pas exactement ce qui va se passer si l'extrême droite arrive au pouvoir, et je pense que personne ne le sait. C'est le principe aussi de la politique, c'est que c'est très imprévisible, ça dépend d'énormément de choses. Donc, il y a plein de degrés possibles, d'échelons possibles. Le risque... À minima. Mais en fait, c'est ça, c'est de se dire exactement à quoi va ressembler un régime d'extrême droite en France. Déjà, ça dépend aussi de choses qui ne dépendent pas de nous, qui est le contexte international. Une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella à la tête du pays, complètement isolé sur la scène internationale, tout seul en France, ça n'a rien à voir avec un Marine Le Pen, Jordan Bardella à la tête du pays, avec la première puissance mondiale qui a à sa tête Donald Trump. Plus la Russie. Oui, alors en plus, effectivement, la Russie, mais justement, dans la manière dont on fait face à la Russie, ça change absolument tout. Si ils ont toute une alliance d'extrême droite qui s'est mise en place dans le cadre, par exemple, de l'Union européenne, on rappelle qu'ils ont déjà une alliance au Parlement, par exemple, avec Viktor Orban. Ah oui, non. Viktor Orban, qui a un parti d'extrême droite très opposé aux droits des femmes, qui a notamment porté atteinte au droit à l'avortement. Non, mais donc, ils ont déjà quand même des alliances avec des partis qui sont peu fréquentables, qui sont déjà en place, des partis qui sont déjà au pouvoir en fait dans leur pays, vraiment notamment celui de Viktor Orban. Mais on imagine, c'est pour ça que je regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe en Italie, ce qui peut se passer même en Espagne avec Vox qui a quand même organisé cette espèce de meeting des extrêmes droites dans leur pays. Plus il y a d'extrêmes droites à travers le monde, plus elles vont être puissantes même dans notre pays, vont ne pas avoir de représailles à l'international en fonction de ce qu'elles font, et plus leur marge d'action sera grande. Donc déjà ça c'est un truc à prendre en compte. Et on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Ensuite, le risque, d'un point de vue purement constitutionnel, il est majeur. C'est-à-dire qu'on peut sortir de la démocratie. On peut basculer dans une forme, de régime autoritaire. Là encore, c'est de la spéculation. C'est impossible de dire c'est certain, c'est ce qui va se passer. Mais ce que montre une étude qui a été commandée par le groupe des écologistes au Parlement européen, c'est qu'en France, il faut 18 mois pour détruire l'état de droit. Et cela peut se faire par la voie légale. Et c'est ça qu'il est important quand même de rappeler, c'est qu'on peut parfaitement faire passer des lois dans la mesure où on a on a l'Assemblée nationale de son côté, on a peut-être plus tard le Sénat de son côté, enfin ça dépend de ce qui va se passer. On peut tout à fait faire passer des lois liberticides de manière parfaitement légale. Et c'est ça qui est dangereux en fait, c'est que nous on croit qu'on est complètement protégé par nos institutions alors qu'en fait il y a un moment où on peut ne pas l'être, et c'est aussi ce qui se passe aux États-Unis, et c'est pour ça que les États-Unis moi m'intéressent beaucoup en ce moment. Pourquoi la mandature de Trump, la deuxième mandature, n'a rien à voir avec la première? Parce qu'il n'y a plus les mêmes contre-pouvoirs, et que dans la première mandature il y avait encore des oppositions. Aujourd'hui il a tout de son côté, il a la Cour suprême, il a le Congrès, il a le Sénat, il a tout, et donc il a les mains beaucoup plus libres pour aller beaucoup plus loin, ne se mettre aucune limite, et on est à la merci des volontés de leaders réactionnaires d'extrême droite, quoi. Est-ce qu'on veut tenter un truc comme ça en France? Moi, c'est ça la question que je pose. En fait, il y a deux points. La première, c'est qu'on te répondra, et j'ai une réponse, cela dit, mais j'ai envie d'entendre la tienne, sur est-ce qu'on n'est pas déjà sorti de la démocratie? Point. Est-ce que la démocratie, c'est vraiment un si bon modèle? Deux. Ouais. Tu parlais des femmes, et je trouve ça hyper intéressant que la leader de l'AfD soit une femme lesbienne. Et elle utilise beaucoup cet argument pour dire je peux pas être contre les femmes lesbiennes, comment je pourrais être même d'extrême droite alors que je suis une femme lesbienne qui a un enfant. Et c'est intéressant parce que tu vois, Marine Le Pen, elle utilise aussi un petit peu cette rhétorique de je suis une femme, je suis le parti pour les femmes. Enfin Zemmour aussi, tu me diras. Mais non mais alors effectivement c'est hyper intéressant de soulever ces points-là, parce que je pense que ça fait partie finalement de ces stratégies pour dédiaboliser. Et alors déjà on rappelle que c'est pas parce qu'on appartient à une minorité qu'on protège cette minorité. À aucun moment dans l'histoire. Il y a toujours des personnes qui ont trahi les communautés auxquelles elles appartenaient. Il y a eu des femmes qui ont milité très ardemment contre le droit à l'avortement. Il y a eu il y en a plein, à chaque fois des personnes qui ont lutté contre leurs propres droits. Alors pourquoi? Moi, ça reste quand même toujours un mystère. Sur le pur cas de Marine Le Pen, on rappelle que c'est une femme qui a parlé d'avortement de confort en 2011. Ça, c'est quelque chose pour moi qui dit tout. Je pense que quiconque a avorté sait qu'il n'existe absolument jamais d'avortement de confort. Et qu'une femme ait pu dire ça montre bien que c'est pas un gage du fait qu'elle va protéger nos droits. Sur un
plan, j'allais dire moins grave, mais non, en fait, c'est quand même très grave. Mais si on regarde du côté du macronisme, Gabriel Attal, qui a été le plus jeune Premier ministre, Emmanuel Macron, qui a été le plus jeune président. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse. La dernière fois que j'étais à ce micro, c'était pour parler de la jeunesse. Ouais. Ces deux personnages qui ont non seulement pas défendu les jeunes, mais qui ont même voté des lois et qui allaient à l'encontre des intérêts des jeunes, qui ont été des figures très autoritaristes vis-à-vis des jeunes, qui n'étaient pas du tout, en phase avec les demandes de cette génération-là dans leur pluralité. Donc ça illustre bien le fait que c'est pas parce qu'on appartient à une minorité, qu'on va défendre cette minorité. Donc pour moi, cet argument est à évacuer complètement. Et ensuite, sur le deuxième aspect... Le deuxième, c'est est-ce qu'on est toujours en démocratie ? Oui, alors ça aussi, c'est un truc que j'entends, notamment à gauche, et qui me dérange beaucoup. Je pense, en plus, on peut pas dire que j'ai pas documenté puisque moi, j'aimais déjà parlé même de dérives autoritaires en France sous le macronisme. Donc on a beaucoup documenté les atteintes aux droits démocratiques, comme la liberté d'informer, comme le droit de manifester, qui ont été effectives. Sous Emmanuel Macron particulièrement. C'est un long délitement qui date depuis plusieurs années, qui a même commencé sous Hollande. On pourrait parler de la loi travail. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'atteintes à la démocratie. De toute façon, la démocratie française n'a jamais été parfaite au sens de conforme totalement aux grands principes qu'on est censé défendre. Je pense que ça s'est abîmé. Quand je dis je pense, c'est quelque chose qui a été documenté, là encore, par différentes ONG. On a été quand même rappelé à l'ordre à un moment par l'ONU sur la manière dont on traitait les manifestants. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas juste une sensation que je pourrais avoir. Effectivement, il y a un délitement. Il y a des attaques. Il y a toute une série de lois qui sont des lois liberticides, notamment là en termes de technosurveillance. J'appelle à lire le livre Technopolis de Félix Tréguer, qui raconte justement la dérive et les moyens technologiques qu'on est en train de donner, notamment aux forces de police. Mais le problème, c'est pas qu'on leur donne des moyens technologiques, c'est l'encadrement qui va avec. Donc il y a plein de choses qui sont inquiétantes, mais on n'est pas en dictature. Et ça, faut vraiment le rappeler. Moi, je suis là aujourd'hui, à ce micro, je peux très ouvertement critiquer le pouvoir, critiquer un parti qui va potentiellement arriver au pouvoir. Je ne risque pas ma vie, enfin j'espère pas en tout cas, pas pour l'instant. Pour l'instant, ce que je reçois, c'est des menaces, mais c'est pas matérialisé non plus. Il y a il y a des personnes qui sont... Encore une fois, il y a des atteintes. Il y a eu... on pourrait parler de la manière dont les militants écologistes ont été traités. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Mais on est encore dans un régime démocratique. Il y a encore des élections libres qui sont organisées. Il y a encore beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'on a une démocratie qui est relativement... forte avec tous les... Je veux surtout pas minimiser les problèmes, donc je veux pas faire des oui mais toutes les 2 secondes, mais c'est tellement important pour moi de pas nier la gravité de ce qui s'est passé. Donc on y est encore. Par contre, c'est tout ce que j'ai voulu montrer, c'est que on ne bascule pas du jour au lendemain dans un régime autoritaire. Il y a pas... Très, très souvent, on a cette représentation un peu genre coup d'État, tout va bien, on est en démocratie, puis du jour au lendemain, bam, on bascule, c'est fini, c'est la dictature, et on a un grand leader autoritaire au pouvoir. Non. La plupart du temps, ça se fait de manière décousue, c'est plus long que ce qu'on pense, c'est plus insidieux, c'est plus pernicieux. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est la grenouille dans la marmite, l'eau est en train de chauffer, et puis à un moment, quand l'eau est bouillante, c'est trop tard. C'est pour ça que moi aussi, j'appelle les gens à résister au sens très démocratique du terme, c'est que c'est encore possible, de manière parfaitement légale et dans beaucoup de cas, sans prendre de risques trop importants. Je pense que déjà résister aux États-Unis aujourd'hui, c'est déjà autre chose. On prend déjà des risques qui sont différents. Donc là, profitons de ce luxe-là, quoi. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je vais dire 2 choses. La première, c'est pour que les gens se rendent compte quand même, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, aux États-Unis quand même, on voit bien. Et parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qui sont tellement grandiloquentes que du coup, on voit même plus les informations qui sont essentielles. Une qui me semble essentielle, c'est que le plus gros organe de presse est interdit de Maison-Blanche. Oui. Donc, voilà. Associated Press, qui est quand même l'agence de presse, carrément. C'est notre AFP à nous. C'est ça, c'est l'agence de presse est interdite de Maison-Blanche. Donc, voilà, typiquement. Et de 2, aujourd'hui, ils ont supprimé 50 milliards d'aide à la recherche. 2e truc. Et 3e truc, c'est que dans les recherches, tu n'as plus le droit d'utiliser des choses autour de l'égalité des sexes, tu n'as plus le droit de parler des gays et compagnie. Donc en fait, de manière très concrète, alors bien sûr, les gens, ils entendent parler de Gaza va devenir une plage, etc. Mais en fait, il y a des choses très concrètes qui sont en train de se mettre en place aux US. Là, c'est de la censure. Et c'est de la censure. Donc en fait, c'est réel. Je veux dire, c'est pas juste une vue de l'esprit non plus, quoi. Pour bien se rendre compte quand même. Non, mais surtout, c'est comme ça qu'ils ont réussi à arriver au pouvoir. C'est qu'ils ont tellement vidé les mots de leur sens, ils ont tellement retourné les concepts, qu'ils se sont fait les garants de la liberté d'expression alors que ce sont bien sûr les plus grands prédateurs. Ils se sont attaqués
à la langue de manière, mais c'est orwellien, hein, c'est exactement ce qui se passe dans le livre de George Orwell. C'est-à-dire qu'on s'attaque à des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais ce serait nous, les entre guillemets progressistes, qui seraient les censeurs. Et effectivement, depuis qu'il arrive au pouvoir, là au moment où on enregistre, ça fait un mois, un peu plus d'un mois, il y a déjà des mesures très concrètes de censure. C'est intéressant le cas de Associated Press, parce que il y a tout un tas de mesures, hein, il y en a beaucoup d'autres qui vont à l'encontre de la liberté de la presse. Les 2 derniers mois de l'année 2024, il y a eu plus de 108 menaces proférées à l'endroit de journalistes ou de médias par Donald Trump en personne. Donc en fait, un président qui menace, c'est des vraies menaces, hein, des menaces d'emprisonnement même parfois, notamment d'Elon Musk à l'endroit de certains journalistes. Enfin, on est déjà sur des entraves à la liberté d'informer qui sont très graves. Mais Associated Press, ils ont été effectivement interdits de Maison-Blanche, interdits d'accéder à ce que fait le pouvoir, en fait. Hein. C'est quand même de ça dont il est question, pour une question de mots. Et c'est pour ça que les mots sont si importants. Donald Trump a décidé soudainement que le golfe du Mexique allait devenir le golfe d'Amérique. D'ailleurs, c'est sur Google Maps, c'est déjà le cas. Ça lui a pris. Regarder. Google Maps a suivi, sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, en tout cas, a suivi. Voilà. Et Associated Press a eu le malheur continuer à utiliser ce terme-là. Donc c'est pour une histoire de mots qu'ils ont été sanctionnés, qu'il y a eu des représailles. Et ça montre bien la force avec laquelle ils sont en train d'imposer un vocabulaire et que c'est en train de coûter très cher à quiconque veut s'opposer à ça. Donc c'est une forme de rouleau compresseur. Et encore une fois, là, c'est engagé, en fait. C'est très compliqué, là, aux États-Unis, de stopper ça. Alors, il y a quelques résistances qui commencent à se mettre en place, mais tout est en train d'être verrouillé à une vitesse absolument affolante, tout en s'affranchissant également du rôle de la justice de plus en plus. Donc ça, c'est un autre point. C'est le point commun de tous les régimes d'extrême droite. Il a repris cette phrase de Napoléon, tu sais. Alors, absolument. Il a dit... j'ai plus les stations. Alors la station, je vais te la redonner, je crois. Alors je la connais pas. Non, je la connais pas précisément, mais en gros, un homme qui va dans le sens de son pays ne peut pas être un homme qui sauve son pays ne peut pas violer la loi. Ça me revient. Un homme qui sauve son pays ne peut pas violer la loi, qui est une situation attribuée effectivement à Napoléon. Il a tweeté ça, vraiment juste après, justement qu'on ait remis en cause son rapport à la loi. Et ça dit beaucoup de ses velléités. C'est-à-dire que là, il est en train de basculer vraiment dans une forme de fascisme assez claire. Je tiens à dire qu'il y a plein d'historiens, je pense à Timothy Snyder, qui a dit que ce qui était en train de se mettre en place au niveau fédéral, c'est-à-dire la manière dont ils sont en train de modifier les agences fédérales, en train de récupérer certaines données, notamment celles du Trésor et donc les données fiscales des Américains. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Cet historien a parlé de coup d'État, de coup d'État numérique. C'est un terme qui est très fort, qui est absolument pas utilisé à la légère, et il y a de plus en plus de chercheurs, d'académiciens qui n'utilisaient absolument pas ces termes avant, je tiens vraiment à le préciser, qui utilisent le terme d'autoritarisme, même de fascisme. Je pense à Robert Paxton, l'historien spécialiste de Vichy. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler, et il faut pas le prendre à la légère, parce qu'en fait ça va très vite. Et tu as évoqué un point très important aussi tout à l'heure, c'est le fait que ça va très vite, justement. C'est qu'on est complètement noyé d'informations. Même moi, je passe ma journée à travailler là-dessus. En ce moment, je ne suis que là-dessus. Ouais. Je n'arrive pas à tout encaisser. Bah non, je n'arrive pas à tout traiter. Je te disais tout à l'heure, là, je regarde avec un peu de distance. Je te dis, c'est une analyse à chaud, mais j'en suis pas à 1000% sûre, parce que ça demande du temps de bien creuser, de regarder, de tout simplement faire notre travail. C'est-à-dire qu'on va interviewer des spécialistes qui vont nous dire voilà ce que ça dit, tout ça. En fait, on n'a pas le temps de faire ça, parce que ça va beaucoup trop vite. Et c'est une stratégie d'assaut législatif. Il y a des dizaines de décrets qui sont passés en un mois. Il y a tout un tas de déclarations, parce qu'il y a une différence aussi entre ce qu'il dit, ce qu'il fait. On ne sait pas qu'est-ce qui passe réellement. Il y a tout un tas de recours en justice qui sont faits à l'endroit de certaines mesures. Donc on se demande si ça va vraiment passer. Et en fait, tout ça crée une espèce de tempête de sable, et on est complètement embrouillé par ce qui se passe, et on a du mal à trouver la ligne. Et c'est ça l'objectif aussi à la fin. C'est de nous empêcher de prendre du recul et de décrire la vue d'ensemble. Et là, en fait, on passe notre temps en tant que journaliste à dire ah ouais, il y a eu ça, il y a eu l'histoire de Gaza, il y a eu là, il a remis la responsabilité de la guerre en Ukraine sur Zelensky. Tout est absolument hallucinant. Et c'est la stratégie, évidemment, c'est vraiment celle théorisée par Steve Bannon en 2019, qui dit qu'avec les médias, il faut flood the zone with shit, inonder la zone de merde, c'est-à-dire donner tellement de déclarations, de faits, de trucs contradictoires, choquants, hallucinants, tout ensemble, qu'à la fin, on n'arrive pas à se concentrer sur tout. C'est vrai, et puis du coup, on en discute. Et ça laisse les mains libres. Et ça laisse les mains libres pour faire un peu ce qu'on veut. Exactement. Alors, je suis désolé, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais pour moi, c'est important, parce que je pense que ça
ça montre ce que ça peut devenir. Parce qu'on pourrait parler de l'Inde, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de la Russie, mais qui sont des pays qui nous semblent un peu plus lointains, qui ne sont pas occidentaux, entre guillemets. Et puis les États-Unis, objectivement, c'est notre allié depuis très longtemps, plus militaire. maintenant, Non, mais ça l'a été pendant Oui. très longtemps. C'est un pays avec qui on a des relations diplomatiques très fortes. C'est un pays, on rappelle quand même, par exemple, Bernard Arnault est présent sur l'estrade le jour de l'investiture de Donald Trump, donc qui est notre première fortune française, qui est aussi centrale en fait dans la vie, souvent dans la vie, j'allais dire dans la vie politique, en tout cas dans la vie publique. Dans la vie politique aussi. Non, mais en tout cas dans la vie publique française, il y a beaucoup d'enjeux qui sont en train de se jouer et qui sont liés aux États-Unis et notre économie et notre politique et notre sécurité, parce qu'on en est là quand même, est beaucoup liée à celle des États-Unis. Donc c'est pas anodin. Enfin, pour moi, c'est pas du tout absurde de parler des États-Unis, et puis surtout l'extrême droite française est à fond avec Donald Trump. Donc ça a tout son sens. En fait, alors, plusieurs choses. Toi qui adores le rouge, je re-regarde 8 ans après La Servante écarlate. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que peut-être les gens se disent on n'arrivera jamais là. Mais en fait, c'est quand même le chemin que c'est en train de prendre. Donc, ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, qu'on pourrait se dire oui, mais regarde l'Italie. Finalement, l'Italie, c'est l'extrême droite. Bon, il se passe pas grand-chose. Alors, il se passe des choses déjà. Mais c'est pas choquant. C'est quasiment plus possible d'avorter. C'est-à-dire que c'est possible d'avorter, mais il n'y a plus aucun médecin qui accepte. Donc, non, il y en a. C'est encore possible. Mais... Je le dis parce que faut quand même. Mais c'est compliqué quand même. Il y a eu effectivement des offensives contre le droit à l'avorter, mais c'est encore possible en Italie aujourd'hui. Attends, t'as le droit, mais c'est juste que les médecins ont le droit d'en refuser. Donc, voilà, exactement. Après, enfin bon, je veux quand même rester mesuré sur le cas de l'Italie. Il y a une très bonne émission là-dessus à Blast qui dit que justement, il y a eu plein d'atteintes, notamment vers les intellectuels. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais c'est pas du trumpisme. On n'en est pas encore là. Après, on rappelle, l'Italie, premièrement, n'a pas du tout le même système juridique constitutionnel que nous, et que précisément Giorgia Meloni est en train d'essayer de modifier les pouvoirs là en Italie. Donc ça fait quand même partie de la stratégie, et c'est en train d'arriver pour justement avoir plus de marge de manœuvre. Et ensuite, on était sur une Meloni qui était très isolée, l'air de rien, qui avait pas non plus beaucoup d'alliés, mais c'est pour ça que c'est plus la même chose dans le contexte international. Et d'ailleurs, elle a eu des liens assez forts avec le Trumpisme depuis des années. Ça fait déjà un moment. Et je ne sais pas quelle tournure ça va prendre dans les prochaines années. Mais c'est pour ça que ce contexte international, il est si important. On ne peut pas regarder que la France. Il faut qu'on voit le mouvement qu'il y a, surtout dans la mesure où il y a des alliances aussi puissantes qui sont en train de s'établir. C'est pas une vue de l'esprit. On a des dates, on a des rendez-vous, on a des meetings, on a des images, on a des mains qui se serrent. Enfin, c'est pas nous qui supposons des trucs. Qu'est-ce que tu penses de cette image de La Servante écarlate ? Tu l'as vu la série ? Oui, je l'ai vue. Je l'ai vue il y a déjà un moment. Évidemment, c'est dystopique. Après, là, il y a de plus en plus de points communs. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre quand je l'ai vue, ça devait être il y a une dizaine d'années. Ouais. Il y a 8 ans. Et aujourd'hui, alors j'en ai revu quelques extraits, en fait, avec le fait que on en reparle beaucoup. Ça paraît beaucoup moins loin. Effectivement. Et puis ce retour si je me souviens bien, dans la série, il y a quand même une prédominance des idées chrétiennes, de ce délire complètement idéologique, où aujourd'hui, on voit que ça reprend une place de plus en plus importante. Du masculinisme. En fait, ce qui est intéressant dans la série, parce que du coup, je la regarde, donc j'ai mais faut pas faire ça, là. J'ai l'esprit beaucoup plus frais que toi. C'est mauvais pour le moral. En fait, elle dit bien que ça s'installe insidieusement, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi elle est restée à New York et à Boston, en l'occurrence parce qu'en fait, au fur et à mesure... Mais tu perds toujours. Elle était bloquée, un peu plus bloquée, puis en fait, comme exactement la grenouille dans son eau qui bout. Mais je pense que c'est peut-être le plus important de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est l'élément qu'il faut retenir. C'est que celles et ceux qui, avant nous, ont basculé dans des régimes autoritaires, ont basculé dans des dystopies politiques, ne l'ont jamais vu venir. Et surtout pas ceux qui sont restés dans le pays. Parce que s'ils avaient su avec certitude ce qui allait se passer, ils seraient probablement pas restés. Enfin, c'est la plupart de celles et ceux qui ont vécu ça ne pensaient pas que ça tournerait aussi mal. Oui, on peut penser aux Juifs déjà, les Juifs qui étaient en Allemagne. Mais sans aller même, évidemment, le plus drame absolu, la tragédie absolue historique. Mais il y a plein d'autres endroits en fait dans l'histoire où à chaque fois, c'est toujours les mêmes dynamiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent. Il y en a toujours qui savent, qui alertent, qui disent attention, là c'est dangereux. Il y en a justement, si on continue à prendre l'exemple de l'Allemagne, qui sont partis en fait avant que ce soit plus possible, qui ont vraiment voulu s'échapper de ça. Puis il y a toutes celles et ceux qui sont restés, qui n'ont pas pensé que ça dégénérerait aussi vite. Et ça s'est fait progressivement. Ça met des années, la plupart du temps. Ça met des années. Et là, je pense que ce qu'on voit du Trumpisme n'est que le commencement. C'est-à-dire que c'est déjà très violent,
mais on va pouvoir aller, malheureusement, je pense qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Que là, on est en train de voir malheureusement les prémices de quelque chose. J'espère me tromper, mais tout nous indique que ça va être beaucoup plus violent, que ça va aller beaucoup plus loin. Et on a passé des caps aussi dans les imaginaires collectifs. C'est comment on prépare les esprits à accepter l'inacceptable. Et là, il y a eu un cap qui a été passé le week-end dernier aux États-Unis. C'est cette vidéo qui a été produite par la Maison-Blanche, sur le site officiel de la Maison-Blanche, sur les réseaux sociaux officiels. C'est la vidéo d'ASMR, qui est donc une tendance qui vise à rendre... C'est à faire des bruits un peu qui sont censés provoquer un état de bien-être. Je suis allée regarder ce que c'était la définition. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment une vidéo d'ASMR sur la déportation de sans-papiers aux États-Unis. Enfin, du coup, en dehors des États-Unis. C'est une chose, déjà, vraiment, qui pose problème. Mais je veux dire, c'est déjà la politique migratoire, l'idée qu'il faut déporter des humains, est déjà une idée quand même très particulière. Mais en plus, là, c'est pas ça seulement. C'est qu'on vous dit pas seulement on déporte des êtres humains. C'est on se réjouit. On s'en amuse. On s'amuse de la souffrance absolue d'autres êtres humains. Et ça, pour moi, c'est une des étapes ultimes du discours déshumanisant. C'est qu'on permet ça au grand public. Et ça peut paraître anodin, mais ça fait partie des petites bascules. Ça fait partie des petits pas là qui sont faits. Et à chaque fois, qui permettent à un public, pour moi, de se préparer à des choses qui vont être de plus en plus violentes et à les accepter collectivement. Cette vidéo est une honte absolue. C'est très choquant. Qu'on se réjouisse, mais en fait, quelles que soient vos opinions politiques, qu'on se réjouisse à ce point du malheur d'autres êtres humains, c'est un signal, mais c'est un drapeau rouge géant sur ce qu'est ce gouvernement. D'autant que c'est pas complètement impossible que les gens qui nous écoutent deviennent des migrants eux-mêmes, politiques, climatiques. Ça, on ne sait jamais. Et ça, on ne peut pas savoir, mais c'est complètement possible que ça devienne le cas. Et quand ce sera votre tour, ça vous fera très bizarre qu'on s'amuse sur votre malheur. Une question à laquelle je sais pas si on te l'a déjà posée, mais c'est une question qui me semble importante parce que je sais pas si tu la vois, vu que je pense que tu es positionnée comme militante, même si je suis pas. Moi, je suis pas du tout positionnée comme ça. Moi, non, pas toi, tu te positionnes. Je pense que les gens te positionnent. Je pense pas les gens. Je pense l'extrême droite. Possible. Moi, j'ai l'impression que tu te positionnes comme ça, c'est intéressant. C'est un truc qui me vient vraiment de l'extrême droite. Moi, je l'ai vu dans la manière dont les journalistes disaient pas ça de moi. Encore aujourd'hui, mes confrères, quand même, globalement, ne disent pas ça de moi. Et puis, comme j'ai aucun lien avec des partis politiques, j'ai jamais été de ma vie ni dans un parti, ni même dans une association. Enfin, je suis vraiment très distante, en fait, avec tout ça. J'ai vaguement... Oui, si, j'étais à Amnesty quand j'étais plus jeune, mais alors vraiment, il y a 10 ans. Et... Non, puis en plus, on a le droit d'avoir une activité par ailleurs. Oui, je précise, en tant que journaliste, on a le droit d'avoir des activités en tant que citoyen. Bien sûr. Mais moi, c'est pas mon cas. Je travaille pas avec quiconque, si ce n'est des journalistes, en fait, en réalité. Et... Je t'ai pas posé ma question, par ailleurs. Oui, pardon. Non, mais parce que ce truc du militantisme, c'est vraiment, moi je l'ai vu, dans mon cas, une fake news qui a été imposée par l'extrême droite, que j'ai vu s'imposer au cours de campagnes très organisées contre ma personne sur les réseaux sociaux, qui ont pu avoir un impact sur, effectivement, certaines personnes de ma profession à qui j'ai dû réexpliquer des choses, mais on m'a inventé des liens avec, par exemple, les militants antinucléaires, ce que je n'ai absolument jamais eu de mon existence. Et c'est comme ça qu'on décrédibilise des journalistes. Et c'est la grande stratégie de l'extrême droite, c'est de s'attaquer aux messagers plutôt qu'aux messages. Et j'en ai fait les frais comme beaucoup de journalistes. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on dit des journalistes du Monde qui sont militants. On dit... Non, mais c'est des campagnes qui sont ultra organisées. C'est-à-dire que c'est assez massif pour que toi, tu puisses avoir cette impression-là. Mais moi, je me considère absolument pas comme militante parce que le militantisme est un travail trop sérieux, trop important pour que je m'en réclame alors que j'en fais pas. Et c'est vraiment très important ce qu'ont fait les militants à travers l'histoire et font encore. C'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont milité que moi j'ai des droits aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui militent pour l'écologie, qu'on va peut-être vivre sur une planète un peu plus habitable, ou en tout cas qu'on a, je sais pas moi, de l'eau qui est potable. Enfin, on a plein de choses qu'on a eues. Le fait de pouvoir avoir une sécurité sociale et que je puisse être soignée, c'est parce qu'on a eu des militants. Donc en fait, c'est un travail, le militantisme. Moi, c'est pas ce que je fais. Mais l'extrême droite essaie de faire croire ça, d'ailleurs en faisant croire que le militantisme, de manière générale, est quelque chose de péjoratif, alors que ce n'est pas le cas. Et
pour décrédibiliser mon message. Et c'est une stratégie qu'ils appliquent à tous les médias. C'est en train de devenir avec tous les médias qui font pas partie d'eux. Et Donald Trump fait pareil aux États-Unis. Alors, je te pose ma question quand même, parce que c'était pas ma question. Ma question, c'était, moi, l'immense tendance que je vois, et je le vois en particulier sur Vlan, les gens qui me disent « Ah, j'écoutais ton podcast, mais j'ai arrêté ». Et je leur demande pourquoi, tu vois, parce que du coup ça m'intéresse. Et la majorité des gens, ils me font du coup, tu sais, j'écoute des choses qui sont plus légères, des choses plus comiques. Et en fait, ce que je vois, et qui était décrit par des chercheurs aux États-Unis par ailleurs, mais c'est d'un côté du nihilisme, c'est-à-dire en fait, je lâche prise. En fait, c'est-à-dire que toutes ces informations qui sont tellement dystopiques. En fait, j'arrête. C'est quoi ? C'est trop compliqué, c'est trop négatif, j'ai besoin de me détendre la tête, etc. Et de l'autre côté, une forme d'extrémisme, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qui, à mon sens, en fait, pour moi, c'est pas tant l'extrémisme qui est dangereux que le nihilisme de la majorité. Alors, pour moi, il y a une différence, encore une fois, entre militantisme et s'informer sur des sujets durs. Effectivement, quand on fait un podcast, quand on est journaliste, quand on essaie d'informer sur les grandes dynamiques de ce monde, je crois que c'est ce que tu essaies de faire aussi, c'est difficile de passer à côté du grand sujet, qui est ce délitement des démocraties occidentales, parce que c'est de ça dont il est question. Et ça crée un effet de sidération chez beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, c'est très violent. C'est une question qu'on a beaucoup à Blast en ce moment. Parce qu'on a fait plein d'émissions là-dessus. Et on a aussi eu ce type de retour qui nous disait... Du coup, c'était pas trop une question de militantisme. C'était une question de submersion d'informations très anxiogènes. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'émission là, que je vais tourner juste après avoir fait ce podcast, qui va sortir sur Blast, elle se termine sur la résistance. Elle se termine sur ceux qui résistent. Celles et ceux qui résistent. Et elle se termine sur, finalement, l'espoir. Parce que c'est ça qu'ils essaient de confisquer. Et il y a cette phrase que je cite dans Résister, qui est extraite d'une pièce de Jean-Paul Sartre, qui dit « La résistance est un refus de céder au désespoir ». Et aujourd'hui, c'est effectivement l'un des plus gros défis auxquels on doit faire face, parce que je pense que même toi ou moi, enfin je parle pas pour toi, mais moi en tout cas, j'ai du mal à garder espoir parfois. J'ai vraiment du mal là, parfois à me dire faut que je me lève le matin alors qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir et j'en vois pas beaucoup. Et toute cette résistance consiste à pas se laisser immobiliser par la peur et par l'anxiété. Et c'est pour ça que je termine sur la joie et que j'y tiens tant. Et c'est marrant parce que c'est un des aspects du livre qui a été le plus critiqué. Si tu regardes des articles, il y a eu un nombre de moqueries de journaux de droite, voire d'extrême droite, surtout d'extrême droite, qui se moquent de ce truc de la joie, qui disent que je suis complètement naïve. À côté de la plaque. Il y a eu, je crois, même un journal qui parlait du fait que c'était insipide de dire ça, que c'était complètement ridicule. Et en fait, pour moi, ça dit quelque chose, que ça suscite des réactions aussi violentes. C'est parce que ça fait partie des conditions de la résistance. Moi, je suis pas en train de dire que juste être joyeux dans son coin, hop, c'est bon, tout va être résolu. Mais c'est un indispensable. On ne peut pas tenir dans une période aussi sombre si on ne trouve pas des endroits de bonheur, de joie, d'épanouissement personnel. Et je suis pas du tout en train de faire du développement personnel. Au contraire, moi, je dis qu'on trouve de la joie dans le collectif, dans la résistance, mais c'est un aspect qui est à ne surtout pas négliger, parce que j'en ai fait les frais à titre personnel, donc j'en parle quand même régulièrement. Quand on a toute la journée la tête là-dedans, quand on ne voit plus que le négatif, de toute façon, on ne sert plus à rien, parce qu'on n'avance pas. On n'arrive plus à agir, on est complètement paralysé. Et donc, c'est pour moi, trouver les moyens de résister, c'est trouver les moyens d'avoir ce juste équilibre. Donc je pense que s'il y a des gens qui pendant un temps peuvent plus écouter ton podcast, peuvent plus écouter les émissions de Blast, peuvent plus faire ça, et qu'ils prennent ce temps. Ça veut pas dire de se déconnecter de toute la vie, mais si on ressent à un moment que c'est trop et qu'on tient plus et qu'on est atteint de problèmes de santé mentale, parce qu'il y en a de plus en plus, et le contexte joue. Il y a une explosion, par exemple, des troubles de la santé mentale pendant les élections législatives en 2024 en France. C'est pas anodin. Donc ça joue, ce contexte-là. Si on ressent l'anxiété, si on ressent des troubles dépressifs, évidemment déjà aller consulter au maximum des professionnels, prendre ça au sérieux, mais se dire on a le droit de déconnecter. On a le droit de ne pas suivre ce qui se passe aux États-Unis à un moment et de prendre de retrouver les ressources pour pouvoir se tenir debout. Et ensuite, sur la manière de s'informer, de trouver les endroits où justement on va résister, je pense qu'il y a une sélection vraiment à faire et qu'il ne faut pas tout écouter tout le temps, et que c'est pour ça aussi que
peut-être les journaux, les endroits où on va analyser, on va prendre un peu de recul, sont peut-être parfois plus précieux que l'actualité en continu tout le temps, tous les matins avec des notifications. C'est aussi trouver la bonne manière de s'informer, ce qui ne nous rend pas trop malheureux en fait, c'est-à-dire ce qui nous paralyse pas en tout cas, ce qui nous permet d'avoir une vie. Cette situation, elle va probablement durer longtemps. Ça va probablement empirer. Je vous dis, allez bien maintenant que vous écoutez ce podcast. Non. Et donc, il va falloir trouver des moyens de tenir sur le long terme. En fait, on va pas revenir là-dessus parce que je sais que tu dois filer, mais j'ai écrit une newsletter que j'enregistre en audio, donc qu'on peut retrouver sur Vlan, qui s'appelle Pourquoi sourire en temps de chaos, où j'explique en fait. C'est génial, j'avais pas vu. Dans la longueur. Je vais aller écouter. C'est génial. Ça dure 10 minutes, donc c'est assez facile à écouter, et où j'explique un petit peu moi la manière dont j'envisage les choses et ce qui me réjouit et comment je me réjouis et pourquoi je me réjouis, sachant que je sais qu'on rentre dans une décennie et demie. Moi, je positionne en tout cas, je pense peut-être 2 décennies. Où ça va pas aller très bien, j'en ai totalement conscience, mais je m'appuie un petit peu sur Man's Search for Meaning, des bouquins je sais pas si tu vois ce livre que tu devrais lire, qui est un bouquin d'un psychologue qui était enfermé dans les camps, donc un juif forcément, qui a résisté, dans le sens où il a survécu, en se disant, ce qui est vachement important, c'est que je retrouve ma femme, bon la malheureuse est décédée, mais et de 2, il faut absolument que je puisse décrire ce qui s'est passé. Et en fait, il a analysé comment les gens survivaient, pourquoi les gens mouraient dans les camps de manière psychologique, pourquoi les gens se suicidaient, et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à survivre dans des conditions aussi extrêmes. Et en fait, tu te rends compte que, alors, et bien sûr d'avoir du sens, de savoir que tu vas pouvoir reconstruire derrière, parce qu'en fait, ceux qui sont en train de se dire non mais ça va aller, on va passer, en fait, malheureusement, ils résistent pas très bien parce qu'en fait, ça ne passe pas, ça prend du temps. Et il y a plein de faisceaux qui sont extrêmement positifs dans la reconstruction derrière, c'est-à-dire et même cette citation que j'aime bien, alors j'ai plus l'auteur, je l'ai sur mon téléphone donc je vais regarder, que tu ne connais peut-être pas, je ne sais pas, je crois qu'il est économiste, qui s'appelle Arnold Toynbee, qui est un économiste anglais, qui dit en fait les sociétés on peut pas lutter contre une société. En fait, elle meurt sur elle-même. En fait, elle s'auto-suicide. Et en fait, ces sociétés-là, en fait, elles tombent d'elles-mêmes. Et moi, ce que je crois qu'on est en train de voir aux États-Unis, typiquement, c'est l'effondrement d'un empire. Je pense que ça va s'effondrer sur soi-même. Là, c'est parti pour, mais encore une fois. Mais bon, c'est pas réjouissant. C'est pas fait. Non. Je dis pas que ça va être génial et que là c'est très installé, donc ça va être très complexe de sortir de ça. C'est pas tout de suite. Non, mais ça reste possible. Et je pense que c'est aussi ça fait partie de leur victoire, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que c'était un rouleau compresseur, que c'était signé. En France, moi j'ai vraiment cru, là, en 2024, en juin, que c'était signé, qu'on allait avoir un ministre d'extrême droite, un premier ministre d'extrême droite. On nous a vendu ça, il y a eu des sondages qui disaient ça. Je pense honnêtement que la dynamique était en cette faveur. On a changé le cours de l'histoire, notamment en partageant des informations, notamment en refusant. Et c'est pour ça que le résister, moi, je voulais ce titre parce qu'il me parlait. C'est pas la seule manière de faire, c'est le début de quelque chose. Et c'est aussi toutes les vertus de l'indignation, de dire non, en fait, ça ne me convient pas ce modèle de société. Et alors après, c'est toujours l'éternelle question de quelle est notre place dans la société, quelle est notre capacité individuelle. Moi, je pense qu'on a quand même un grand pouvoir. Surtout à partir du moment où on fait collectif, à partir du moment où on arrive à être à plusieurs, à s'organiser, et ça vaut pour les questions de santé mentale en fait. C'est-à-dire que trouver des gens qui ont les mêmes convictions, trouver des gens qui prennent soin de vous, de qui vous pouvez prendre soin, c'est aussi une des manières de résister. C'est juste que sur la question de la joie, de l'amour, de la santé mentale, je voulais l'intégrer à ça, parce que dans plein de milieux, notamment d'activistes ou de gens très engagés, on a tendance à se dire que c'est trop nombriliste que de prendre soin de sa santé mentale, que c'est un peu une option, quoi, et qu'on peut pas vraiment s'en plaindre parce que c'est un peu trop libéral. Oui. Et en fait, pour moi, c'est une question de juste milieu, parce qu'en même temps, c'est pour ça que c'est vraiment une question de juste milieu. Je pense qu'il y a un problème aussi avec les gens qui sont toute la journée à se dire non mais c'est que moi et puis c'est vrai que la vie n'est pas très simple et du coup je ne fais rien pour les autres et je reste complètement concentrée sur ce qui se passe dans ma vie. Donc ça dépend quel est le niveau de gravité. Je peux pas le faire pour les gens en fait, ça dépend de ce qui se passe dans votre vie. Mais il faut quand même se rappeler que si vous faites partie des privilégiés, si vous êtes dans un état à peu près stable, que ça va à peu près, là, c'est pour moi presque un devoir que de réagir, en fait. Et il y a une phrase
que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, que je trouve extraordinaire, d'un survivant de la Shoah également, et prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, en 1996, qui, lorsqu'il reçoit son prix Nobel de la paix, prononce cette phrase: « J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Et c'est ça, quand même, moi, le message, c'est de dire, là, vous pouvez pas rester neutre. Je dis pas de tout sacrifier, de sacrifier votre santé mentale, tout ça. Gardez du temps pour vous, gardez un épanouissement, mais dans la mesure du possible, vraiment, ne restez pas neutre dans cette situation. Ne vous dites pas, c'est pas mon affaire, je m'en occupe pas, c'est d'autres personnes qui vont le faire. Parce qu'en fait, là, précisément, on n'a pas le pouvoir économique et politique là majeur de notre côté. Enfin, surtout aux États-Unis. On est face à des algorithmes, on est face à des puissances financières. C'est aussi ça que j'essaie de montrer dans le livre. Oui, on n'en a pas parlé. Mais... Non, mais ce qui va nous rester, c'est le nombre. Et c'est la mobilisation de beaucoup de gens. Donc là, on a en fait vraiment besoin que toutes les personnes qui nous écoutent se disent, OK, quelles sont mes compétences ? Qu'est-ce que je peux faire ? À qui je peux parler ? Où est-ce que je peux m'informer ? On sera jamais, personne n'aura la solution tout seul. C'est pour ça, moi, je dis, c'est une partie de la solution. Moi, ma solution, elle est dans l'information, c'est mon truc à moi. Mais il y a 1 million d'autres domaines où il va falloir agir. Et on doit avoir ces discussions. Et pour avoir ces discussions, il faut qu'on ait l'espoir que ça puisse fonctionner. Et je suis convaincue que c'est possible. Et c'est peut-être ça que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être que les gens, ils ont besoin de collectifs pour discuter entre eux de comment réagir, tu vois, tout simplement. Mais moi, c'est ce qui me fait beaucoup de bien, le collectif, à titre personnel. Et c'est pour ça que j'en parle aussi souvent. C'est pour ça que je suis dans une rédaction. Je suis à Blast, j'ai des collègues. Aucune de mes vidéos ne se fait toute seule. Je suis plus que... Enfin, c'est pas que je suis aidée, c'est que je collabore, en fait, avec des gens qui font un travail énorme autour de moi. Et tout ce que je fais, moi, est possible parce qu'il y a des gens avec qui je suis au quotidien. Je pense aussi à mon éditrice Laure-Hélène Akaoui, à mon attachée de presse Pauline Gauthier, où il y a en fait plein de gens autour de moi qui sont en permanence en train déjà d'être physiquement avec moi et de me permettre de faire ce travail. Et j'y trouve beaucoup de joie, j'y trouve beaucoup de réconfort dans le fait de penser ensemble, de se réconforter ensemble. Il y a vraiment un aspect qui est énorme pour le moral, en fait. Et à Blast, d'arriver dans une rédaction où je me dis, OK, parfois on n'est pas d'accord, mais vraiment pas d'accord, hein, sur plein de trucs, on se dispute et tout, mais on a un même objectif. On a globalement les mêmes valeurs, qui sont de diffuser de l'information vérifiée, qui sont d'être ce contre-pouvoir, mais ça fait du bien. Et ça permet vraiment de se lever le matin et de se dire, OK, moi je vais faire ça parce qu'aussi on est plusieurs à le faire et c'est génial. Exactement. On va devoir conclure parce que je veux te laisser partir. Merci beaucoup parce que de respecter le truc. Je t'ai promis qu'on allait c'est respecter. trop gentil, merci. Parce que sinon on pourrait continuer longtemps, je crois. Tu vois, j'ai même pas regardé mes notes, donc je pense que j'ai encore des tonnes de questions. Bonne discussion quand on regarde pas ses notes. Voilà, exactement. Donc le podcast s'appelle Vlan, comme tu sais. À quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte ? Ah bah moi je veux claquer la porte au fascisme, à l'autoritarisme, à toutes les formes de discrimination et vraiment avec beaucoup de fermeté. À quoi je veux ouvrir ? À une société où on se pose la question de la démocratie ensemble, parce qu'encore une fois, moi j'appelle à protéger la démocratie, mais j'appelle surtout aussi à la réinventer. Tu l'as dit tout à l'heure, elle est très imparfaite, elle l'a toujours été, elle sera jamais parfaite. Par essence, elle est parfaite. Mais c'est aussi l'erreur, c'est d'avoir pensé que de toute façon c'était un truc un peu acquis, qui était là et qu'on n'avait plus besoin d'y penser. Non, la démocratie c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On a toutes et tous une voix qui compte, on a toutes et tous des moyens d'agir. Et même en temps de paix, même en temps où on n'est pas face à une énorme menace, on doit essayer de se réunir. Encore une fois, je pense que ça apporte de la joie, de se dire comment on peut vivre mieux ensemble, parce que c'est aussi ça, cette manière de faire société. Donc moi, j'aimerais ouvrir la porte à ça. Et renverser la table, parce qu'en fait, ce qui a fait le vote aussi Trump, c'est les gens qui se sont dit, en fait, on en a marre, on a envie de renverser la table. Mais ça, c'est jamais une bonne solution. Ça dépend sur quoi. Je pense que ça dépend. Moi, je suis très contente qu'il y ait des femmes qui aient renversé la table pour qu'on puisse avoir des droits. Oui, encore une fois, c'était une forme de rupture très importante à plein de moments. Ça dépend sur quoi et ça dépend comment on renverse la table. Mais ce qu'on a essayé de montrer à Blast bien avant cette montée de l'extrême droite et tout ce qui se passe aujourd'hui depuis le début, la création de notre média, c'était aussi de dire... Tout ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Les politiques qu'on nous a présentées sur le plan économique, qui est quand même mon domaine, moi, à la base, le There is no alternative de Margaret Thatcher, vous devez
travaillez dans un système inégalitaire, vous devez subir des restrictions de vos droits sociaux. C'est pas une fatalité. On a le droit de dire, mais non, en fait, on veut un autre système, on veut tenter autre chose. Et particulièrement au vu de la crise écologique, de toute façon, la table, elle va être renversée par la crise. De toute façon, on va se retrouver avec nos vies qui sont profondément bouleversées, les systèmes qui sont aussi, de toute façon, déjà en train de changer. Donc, essayons peut-être, je dirais, de renverser la table nous-mêmes, en l'ayant pensé et le réfléchissant un peu, en essayant de se coordonner. Mais je pense pas que... Alors, ça dépend ce qu'on entend par renverser la table, mais... qu'en soi, les ruptures ou les changements un peu importants puissent être de mauvaises choses. Parfait. Merci beaucoup, Salomé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.